Salut tout le monde, comme promis, voici la deuxième vidéo de la série La vie d'un parlementaire. On avait reçu dernièrement Éric Alauzet, il est député de la deuxième circonscription dans le département du Doubs. Et désormais nous avons reçu Jean-François Longeot qui est sénateur dans ce même département. L'objectif, on le rappelle, ce n'est pas de parler de ses engagements politiques, mais plutôt de la fonction de sénateur et quel est son rôle. Je vous invite également à suivre l'ensemble de nos réseaux sociaux, c'est RDG Média FR absolument partout, sur Insta, TikTok, Facebook ou encore Twitter. Et puis également vous pouvez suivre le site web, c'est rdgmedia.fr. Sur ce, bon visionnage. Bonjour Monsieur Longeot. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh ben, j'allais dire merci justement d'être ici dans le salon RDG tout simplement pour discuter donc de votre fonction de sénateur et non pas de vos combats politiques et donc de ce que vous pouvez mener comme amendement par exemple au Sénat. On avait déjà reçu, on était allé même carrément dans la permanence de Monsieur Alauzet qui était député dans le département du Doubs. Vous êtes donc sénateur dans ce même département. Petite présentation, vous me dites si je me trompe au cas où. Vous êtes entré en politique en 1995 en étant donc maire d'Ornans, une ville de un peu plus de 5000 habitants située dans le département. De 98 à 2014, vous avez été conseiller général élu dans le canton d'Ornans. Au niveau du département du Doubs, donc on rappelle, c'est vraiment la politique du département que vous meniez à ce moment-là. En 2014, vous avez fait campagne donc pour les sénatoriales, votre première campagne pour ce mandat-ci. Vous conduisiez une liste de divers droites et donc vous l'avez emportée et avez intégré le groupe Union Centriste dans au Sénat. Et puis donc vous y êtes toujours aujourd'hui, 2020, vous avez été donc réélu pour un second mandat que vous continuez à mener en ce moment même. En tout cas, merci d'être là. Je pense qu'on a une personnalité qui connaît déjà bien le monde du Sénat parce que c'est déjà un deuxième mandat. Donc ça va être l'occasion justement de discuter de tout ça. Et ma première question était la même pour la fonction de député avec Monsieur Alauzet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter au Sénat et non pas par exemple à l'Assemblée ou à un autre poste politique ? D'abord, merci de m'inviter. Ce qui m'a poussé d'être candidat au sénatorial, c'est ma fonction d'élu local. Pourquoi ? Eh bien parce que le Sénat, à la différence de l'Assemblée nationale, c'est que le Sénat représente les élus et représente les territoires. Et moi, je suis très, très, très attaché aux territoires. Et donc, j'ai voulu me présenter au sénatorial en 2014, après un mandat de 21 ans de maire, puisque j'ai été élu en 1995 et j'ai démissionné en 2016. Et j'ai voulu pour un petit peu passer l'autre barrière qui est celle du législateur, de celle qui fait les lois et qui fait les lois pour les territoires. Et ce qui m'a permis de voir un petit peu le fossé parfois qui peut exister entre celui qui décide et celui qui exécute. Et je suis effectivement parfois très très heureux d'être sénateur, mais j'ai un vrai manque que je ressens constamment tous les jours. C'est cette proximité avec les gens et cette proximité avec les territoires et cette proximité avec la collectivité, avec les communes que j'aime beaucoup et effectivement pour lesquelles je me bats. Donc le mot principal c'est territoire en fait. Si on doit résumer en un mot le pourquoi de vous devenir sénateur, c'est territoire en fait. Le mot principal c'est le territoire. Pourquoi le territoire ? Bien parce que sur chaque territoire, il y a des hommes et des femmes qui y vivent. Et que lorsque l'on met en place des politiques au niveau national, c'est des politiques qui doivent se traduire sur ce qui se passe sur les territoires. Et c'est très important qu'on puisse, à un moment donné, alors je ne dis pas qu'on y réussit à tous les coups, mais à un moment donné, de poursuivre et d'essayer d'intensifier la politique nationale, qui aujourd'hui, sachons-le, que la politique nationale tourne autour des métropoles, autour des grandes agglomérations, et malheureusement, on oublie souvent nos territoires ruraux qui, effectivement, ne représentent que 20% de population, mais représentent 80% du territoire de la France, mais qui sont le vivier de notre pays. Et je pense que ce territoire rural est particulièrement oublié. Et il est bien que de temps en temps des élus locaux issus du monde rural puissent s'engager pour essayer de faire entendre tout simplement la voix des territoires, pour essayer de défendre ce que pensent nos élus. Et c'est là la grosse différence, c'est que le député, lui, fait entendre la voix de nos concitoyens.
et parce qu'ils sont élus par leurs concitoyens. Je ne dis pas que la voix de nos concitoyens ne compte pas, bien au contraire, mais je dis que la voix des élus, les élus, eux, représentent les concitoyens, représentent leur collectivité, représentent les territoires, et c'est important qu'il y ait une deuxième chambre comme le Sénat qui puisse effectivement défendre nos valeurs qui sont nos valeurs territoriales. Ouais, on va pouvoir en discuter justement de l'importance du Sénat. On parlera aussi un peu du rôle. Vous avez déjà commencé à expliquer justement ce côté territoire très important pour les sénateurs. Avant, je voulais faire un petit rappel de comment fonctionne une élection au Sénat, parce qu'on a aussi des personnes qui ne connaissent pas forcément ce fonctionnement. C'est une élection au suffrage universel indirect à 2 tours. Alors ça, comme ça peut faire peut-être peur à certains. C'est très simple, ça veut dire que vous êtes élu par des grands électeurs. Il y en a à peu près 162 000 sur le territoire français. Ça peut être des maires, des députés ou alors peut-être même des conseillers généraux qui sont élus, eux, donc au suffrage universel, c'est-à-dire par la population. Tous les citoyens peuvent aller voter. C'est des mandats donc de 6 ans, vous êtes 348 sénateurs, sauf que ce qui est important c'est qu'il y a 2 séries, ça veut dire qu'on divise en 2 tout simplement le Sénat, donc on élit tous les 3 ans une nouvelle partie du Sénat. Vous par exemple, vous avez été élu dernièrement en 2020, parce que vous êtes à série numéro 2, mais on a également des sénateurs qui ont été élus en 2017 et qui vont donc devoir refaire campagne cette année en 2023 s'ils veulent briguer un autre mandat, puisque c'est tous les 3 ans donc, et ça fait au total un mandat de 6 ans. Je pense que j'ai été un peu très clair, je pense que voilà, c'est un fonctionnement encore différent de celui des députés où on a vraiment l'ensemble des concitoyens qui peuvent aller voter sur leur circonscription. Vous, c'est au niveau du département aussi. Donc vous êtes, pour le département du Doubs, si je ne me trompe pas, 3 sénateurs en tout. Ça dépend après des départements, évidemment. Donc je pense que... Est-ce que déjà j'ai bien résumé, selon vous, le fonctionnement d'une élection ? Oui, très, très, très bien résumé. Pour la région de Franche-Comté, je ne parle pas de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais je parle de l'ancienne région Franche-Comté. Cette année, effectivement, il n'y aura qu'un département qui sera concerné par le renouvellement des élections. C'est le département du Jura. Département du Jura où il n'y a que 2 sénateurs, puisque le nombre de sénateurs est défini par rapport au nombre d'habitants. Et là, quand on élit 2 sénateurs, c'est au scrutin uninominal à 2 tours. Nous, dans le département du Doubs, c'est un scrutin proportionnel avec des listes de 5 noms. Et effectivement, en 2014, j'ai été élu tout seul. Et en 2020, je remercie encore les grands électeurs de m'avoir fait confiance, puisque sur ma liste, j'ai passé 2 élus, Annick Jacquemet, qui était seconde sur ma liste, et moi-même. Et c'est un suffrage, un scrutin de liste. Et effectivement, sont électeurs. Il y en avait 1598 grands électeurs la dernière fois. Sont les grands électeurs, en général, on dit les maires. Mais ça peut être le premier adjoint, ça peut être un conseiller municipal. Mais les élus municipaux, les élus départementaux, les élus régionaux et les élus nationaux, puisque moi j'ai voté en tant que sénateur. Et par exemple, le député de la circonscription actuelle, Eric Alauzet, a également voté aux élections sénatoriales. Ce sont les grands électeurs. Et les grands électeurs sont désignés en général fin juin, et la liste est enregistrée par la préfecture. Et ce sont ces grands électeurs qui vont voter en général le dernier dimanche de septembre. Là, cette année, pour le Jura, ce sera le 24 septembre prochain. Et celles et ceux qui seront élus le 24 septembre prochain seront officiellement en siège le 1er octobre, date à laquelle le renouvellement se fait, et à l'issue de l'élection du président du Sénat, des vice-présidents, et voilà. Ce qui se passe au niveau des élections sénatoriales, c'est vrai que ce n'est pas un suffrage universel direct. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que le Sénat pourrait être parfois moins connu ou parfois un petit peu même critiqué. Parce que les gens sont peut-être moins concernés. Voilà, les gens se sentent totalement moins concernés par les élections des sénateurs. Puis se pose parfois la question, on a l'Assemblée nationale, pourquoi des élus nationaux au Sénat, mais je pense que le bicamérisme en France est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup aujourd'hui avec le manque de majorité à l'Assemblée nationale. Le Sénat a toute son utilité et toute sa place. On va parler maintenant, je pense, c'est intéressant, des groupes. Les groupes parlementaires, on en parle souvent, on en avait parlé avec M. Alauzet aussi, vous faites partie du groupe Union Centriste. Je voulais un peu avoir votre regard là-dessus, comment ça fonctionne au niveau du Sénat. M. Alauzet nous avait expliqué pour l'Assemblée nationale, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est une invitation à venir dans ce groupe, est-ce que c'est vous qui décidez d'intégrer parce que vous retrouvez des similitudes dans la manière de mener la politique? Comment on parvient, une fois qu'on est donc élu au Sénat, à entrer dans un groupe?
Alors, toutes celles et ceux qui me connaissent savent que si je suis entré en politique, je suis, et je le revendique, même si on peut des fois critiquer ce qu'il a fait, je suis un Chiracien. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Et donc, j'ai adhéré au RPR, j'ai adhéré à l'UMP. Et pourquoi je ne suis pas rentré au groupe UMP qui est maintenant un groupe différent, un groupe qui a un autre nom, mais les Républicains, je suis entré au groupe centriste pour une bonne et simple raison. C'est que je pense que la politique, elle doit se faire au niveau national, elle doit se faire en groupe, mais aussi on doit écouter individuellement celles et ceux qui ont des choses à dire. Et moi, je suis entré au groupe centriste parce que quand je suis arrivé au Sénat, je suis allé voir plusieurs groupes. Pas des groupes de gauche, je ne suis pas de gauche, donc je ne vais pas aller voir les groupes de gauche. Mais je voulais rentrer dans un groupe dans lequel je pouvais m'exprimer. Et quand je dis m'exprimer, c'est pas dire je vote pour quand vous êtes contre ou je vote contre quand vous êtes pour. Mais c'est que je voulais m'exprimer en disant sur ce sujet, je ne suis pas d'accord. Et vous allez voter pour, mais moi je voterai contre et je vais vous expliquer pourquoi je voterai contre. Et effectivement, le président de groupe m'a indiqué qu'il y avait une grande liberté de vote au groupe centriste. Et c'est d'ailleurs, je crois, le seul groupe au Sénat qui laisse cette liberté. Et donc, par exemple, je n'ai pas voté la loi Notré, bien qu'une grande partie de mon groupe l'ait voté. Je n'ai pas voté pour les grandes régions, bien qu'une grande partie de mon groupe l'ait voté. Et je ne l'ai pas voté parce que ça ne me paraissait pas pratique, ça ne me paraissait pas pragmatique, ça ne me paraissait pas correspondre à l'attente des élus, ça ne me paraissait pas correspondre à l'attente de nos concitoyens. Et donc, je n'ai pas voté. Et c'est pour ça que je suis au groupe d'Union centriste, parce que j'ai cette liberté de vote. Et je tiens, à travers la fidélité que j'ai à mon groupe, parce que j'ai une fidélité importante à mon groupe, mais je veux aussi pouvoir avoir mon indépendance. Et je dis souvent, il y a 8 groupes au Sénat. On me dit, mais comment on fait pour réduire le nombre de parlementaires ? Ben, je le dis en plaisantant, mais si chaque sénateur vote, non pas en son âme et conscience, mais vote comme son groupe lui demande, à ce moment-là, c'est plus la peine d'avoir 348 sénateurs, il suffit d'en avoir 8. Un par groupe, dans lequel on dit vous votez pour, votez contre, puis c'est fini. Donc je crois qu'il faut cette liberté de vote, cette liberté d'expression, cette liberté tout simplement de pouvoir exprimer nos différences. Et c'est ça qui fait la richesse de notre pays, c'est de pouvoir exprimer nos différences. Et je dis bien les exprimer, pas les vilipender, pas vouloir tout casser en disant ben attendez, on va tout casser parce que c'est nous qui avons raison. Non, c'est le dialogue qu'il faut, c'est la construction, c'est expliquer pourquoi on est pour et pourquoi on est contre, et je pense que c'est ça la démocratie. Donc en tout cas, on comprend que c'est aussi donc évidemment des discussions avec des présidents de groupe qui vous mènent après à arriver dans ces groupes-là qui sont selon vous mieux, admettons, ou qui correspondent mieux à vos envies et vos ambitions. On avait parlé également de la semaine type avec Monsieur Alauzet. Est-ce que la semaine type d'un sénateur ressemble à la semaine type d'un député ? Question que beaucoup de gens peuvent se poser. Il nous avait parlé de mardi, mercredi, jeudi, les journées à l'Assemblée, selon les textes de loi, etc. Est-ce qu'au Sénat, c'est pareil ? C'est mardi, mercredi, jeudi ? Est-ce que c'est un autre rythme ? Alors, c'est mardi, mercredi, jeudi. J'allais dire quand vous êtes sénateur. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, voire vendredi, quand vous êtes comme moi depuis 2020 président de commission. Donc maintenant, il m'arrive souvent d'arriver au Sénat le lundi soir et d'en repartir le jeudi fort tard dans la nuit ou le vendredi dans la journée. Parce que la présidence de commission, il faut que je prépare à la fois mes travaux de commission, il faut que je prépare les auditions qu'on peut faire. Effectivement, c'est un rythme complètement différent. Alors, je tiens, puisqu'on m'a confié cette responsabilité de président de commission, je tiens à assumer cette mission, mais je tiens aussi à quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est à être sur le terrain. Donc, je tiens à être là au moins le lundi matin, d'abord parce qu'il faut bien que je travaille un petit peu avec mes assistantes pour programmer et puis travailler un peu sur mes courriers et sur mes sollicitations au GE. Et puis, le vendredi, samedi, le dimanche, de pouvoir être sur le terrain, d'aller rencontrer non pas uniquement les grands électeurs, mais rencontrer aussi nos concitoyens, parce que je n'oublie pas que j'ai été maire et que je suis souvent sollicité et que nos concitoyens ont besoin de temps en temps d'avoir un élu qui les écoute. Et en plus, je le dis avec beaucoup d'humilité,
parce que celles et ceux qui me connaissent ne me contrediront pas. On ne fait pas de la politique si on n'aime pas les gens, on ne fait pas de la politique si on n'aime pas le terrain. Et moi, j'aime les gens, j'aime le terrain, et donc j'aime les rencontrer, et j'aime aller à la rencontre des gens. Donc il me faut un petit peu d'air pour aller sur le terrain. Ouais, donc là, justement, au moment où on tourne cette interview, on est lundi après-midi, donc c'est le jour où vous pouvez un petit peu comme ça aller sur le territoire. D'ailleurs, avant même de venir ici, vous étiez déjà à un autre endroit, donc c'est des journées où vous bougez justement à travers le département, on comprend, pour aller rencontrer vos électeurs, enfin vos concitoyens plutôt. Alors, est-ce qu'on peut parler justement, on parlait aussi de la séance, des séances mardi, mercredi, jeudi, puis même des fois vendredi quand vous êtes président de commission, on y reviendra aussi sur ce poste-là. Ça fonctionne comment ? On sait qu'on a souvent un amendement qui est par exemple voté d'abord à l'Assemblée, puis ensuite il vient au Sénat. Des fois c'est l'inverse aussi, on sait que le Sénat peut proposer des amendements. Comment cela est organisé, quoi ? Est-ce que vous avez un planning très précis ? Est-ce qu'il faut enchaîner rapidement après qu'un texte soit passé à l'Assemblée nationale ? Expliquez-nous en quelques mots, évidemment. En général, on a un planning suffisamment précis. On a un planning de la semaine. C'est d'ailleurs pour ça que le mardi matin, chaque groupe a une réunion, soit à 10h30, soit 11h, pour préparer la semaine, en se disant, mardi après-midi, on aura tel texte, mercredi après-midi, on aura tel autre texte, jeudi, on aura tel autre texte. Voilà pourquoi on votera contre, voilà pourquoi on votera pour, voilà ce qu'on fait. Effectivement, on a un travail sur la semaine de notre. Mais une semaine, elle se compose avec des travaux qui peuvent être complètement différents. Parce que vous pouvez avoir des textes qui vont durer 4 heures, comme vous pouvez avoir des textes qui vont durer 3 semaines. Et la difficulté, elle est là. Elle est que et puis ces textes qui durent 3 semaines peuvent être entrecoupés d'autres petits textes qui viennent dans le milieu. Et donc, vous pouvez avoir, par exemple, il y a en général très peu de séances le lundi, pas le mardi matin. Il y a des séances à partir du mardi après-midi. Alors, elles commencent à 14h30, elles peuvent finir à 20h et reprendre à 21h30, finir à 23h, minuit, comme elles peuvent finir à 3h du matin. Il n'y a en général pas de séance le mercredi matin. Pourquoi ? Parce que toutes les séances dans l'hémicycle, doit y avoir l'exécutif et le législatif, c'est-à-dire l'exécutif, un représentant du gouvernement, et le législatif, le Parlement. Et donc le mercredi matin, en général, il y a le Conseil des ministres, donc il n'y a pas de séance. Et les séances peuvent finir des fois à 20h, 20h30, et ne reprendre que le lendemain, où elles peuvent finir à 2-3 heures du matin sur les gros textes. Sur les gros textes, par exemple, on a voté celui de texte sur la justice, qui a duré un certain temps et qui a fini très tard sur France Travail. Par exemple, on a fini à 1h30 du matin. Mais on sait, un peu de choses près, on ne connaît pas les horaires définis exactement, mais on sait quand un texte commence, je repars demain matin, je prends le train à 6h36, parce que je sais que demain matin, j'ai un texte sur tout ce qui s'est passé il y a 3 semaines, sur les graves incidents liés à la casse. Et donc, on sait que demain, à partir de 10h30, on a ce texte à examiner. Alors, est-ce qu'il finira à 13h et on reprendra à 14h30 et on finira demain soir? Mais on sait qu'on a ce texte et normalement, il devrait finir au minimum demain soir. Voilà, mais c'est très programmé, on sait. Alors, c'est des textes qui viennent du gouvernement ou c'est des textes qui viennent des parlementaires. C'est la différence entre une proposition de loi ou une PPL qui vient... voilà, c'est la différence. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, est bien programmé et qui permet quand même de savoir que sur ce dossier, on va tenir 3 jours, 4 jours. Ce qui nous permet d'ailleurs de nous organiser. Et moi, je le dis foncièrement, celui ou celle qui vous expliquera qu'il est là tous les jours, à tous les textes, moi, je ne sais pas comment il fait, parce que ce n'est pas possible. Oui. D'abord, parce que, pour une bonne raison, c'est qu'il y a des obligations qui se font aussi à l'extérieur, mais il y a aussi des textes sur lesquels vous êtes très concerné. Moi, tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, je ne louperai pas un texte. Par contre, certains textes,
Je n'ai pas ni la capacité, parce qu'il faut savoir aussi être modeste de temps en temps, puis reconnaître que là on est capable et là on n'est pas capable. Je n'ai pas la capacité, ou je n'ai peut-être pas assez de recul ou suffisamment d'idées sur le texte pour me dire ce texte m'intéresse fortement et je vais y aller. Alors j'y vais, mais je ne suis pas impliqué totalement dans le texte. Et là, par exemple, vous êtes donc président de la commission du développement durable au Sénat. Justement, vous faites parfaite transition. C'est quoi le rôle d'une commission? Qu'est-ce que vous faites dedans? Donc j'imagine que tout ce qui concerne justement le développement durable, c'est des sujets que vous suivez attentivement. Vous préparez également peut-être des amendements, j'imagine. Oui, alors la commission d'aménagement du territoire et du développement durable, c'est une jeune commission, hein. Elle a eu 10 ans l'année dernière, puisqu'elle est, elle est issue de la commission des affaires économiques, où effectivement en 2012, à l'époque je n'étais pas élu, mais on séparait les deux commissions parce que rapidement on s'est aperçu qu'il fallait vraiment remettre en place une politique d'aménagement du territoire, qu'il fallait remettre en place une politique effectivement liée à tout ce qui concerne effectivement le climat. Et donc on a créé cette commission. Et cette commission, elle a, par exemple sur certains sujets, j'ai mis en place il y a maintenant 2 ans une mission sur les incendies. Et pourquoi j'ai mis en place cette mission sur les incendies? Parce que je me suis aperçu, comme tout le monde d'ailleurs, que le réchauffement climatique, c'était plus en dessous de Lyon. Ça montait chez nous. Oui, et que les incendies de forêt ne seraient plus qu'en dessous de Lyon. Ils monteraient chez nous. Et je me rappelle qu'il y a 2 ans, ça faisait rire tout le monde en disant mais de quoi vous occupez et qu'est-ce que vous faites à faire ça? Et malheureusement, ça m'a donné raison, puisqu'il y a eu des feux de forêt dans le Jura l'année dernière. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, on n'est pas équipé en matériel dans nos départements comme le sud de la France. Nos pompiers n'ont pas la même formation que ceux du sud de la France, donc il faut qu'on mette en place une mission. C'est un exemple. Là, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la problématique liée à l'eau. Parce qu'on sait très bien qu'on va manquer d'eau, mais une fois qu'on a dit on manque d'eau, derrière qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà un petit peu les sujets importants sur lesquels je souhaite travailler. Donc on voit un petit peu les sujets, les engagements que vous pouvez avoir au sein d'une commission. On va arriver vers la fin de l'échange, mais je voulais parler de quelque chose d'essentiel, notamment dans l'organisation politique en France, c'est la navette parlementaire. Puisqu'on a une politique avec donc 2 chambres, l'Assemblée nationale et puis le Sénat. On en a parlé un peu avec M. Alauzet, on lui a demandé ce qu'il en pensait, s'il trouvait ça bien que justement 2 chambres puissent débattre sur des sujets. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque, cette double chambre? Alors, quelle importance est là, si on veut? Moi, l'importance, si vous voulez, c'est que effectivement, il peut y avoir un regard complètement différent. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Assemblée nationale, les élus de l'Assemblée nationale sont issus des élections par le peuple. Et les députés sont effectivement poussés, bousculés par les gens qui leur disent « Mais attendez, il y a un problème là, il faut vite le résoudre ». Et je pense qu'on a une vraie difficulté dans ce pays, c'est qu'on essaie de résoudre un problème parce qu'on a une pression. Et donc on n'a pas le recul suffisant pour regarder les choses d'une façon correcte. Et nous, le Sénat, alors bien sûr, on nous dit c'est un train de sénateur. Alors moi je veux bien, ça m'amuse beaucoup parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un train de sénateur. Parce qu'effectivement, le train de sénateur avec les Michelin qui roulaient à 80 km/h, mais aujourd'hui vous avez des TGV qui roulent à 574 km/h. Donc je suis preneur du train de sénateur à 574 km/h. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire un train de sénateur. Mais là, effectivement, ce que je sais, c'est qu'un sénateur a beaucoup plus de temps. A beaucoup plus de recul et a beaucoup plus de temps de réflexion. Et aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'Assemblée nationale, n'ayant pas de majorité, le gouvernement de Mme Borne n'a pas de majorité, et avant, tous les textes étaient examinés à l'Assemblée nationale et venaient chez nous. Et aujourd'hui, tous les textes viennent chez nous, 90% des textes viennent chez nous, sont examinés par nous et après vont à l'Assemblée nationale. Et quand on n'est pas d'accord sur un texte, on a ce qu'on appelle une commission, une CMP, une commission mixte paritaire. Et c'est 7 députés, 7 sénateurs qui se réunissent pour se mettre d'accord sur le texte. Et aujourd'hui, toutes les commissions mixtes paritaires sont conclusives parce que les députés savent que, contrairement à ce qui se passait hier, ils nous disaient « Mais vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais on s'en moque. » Parce que nous, n'importe comment, on votera ce qu'on veut à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont le dernier mot. Aujourd'hui,
ils n'ont plus le dernier mot. Ils ont toujours le dernier mot constitutionnellement, mais ils n'ont plus le dernier mot pour agir. Ouais. Donc, ils nous écoutent et on s'aperçoit qu'effectivement, les textes aujourd'hui sont peut-être... Alors, c'est pas du tout une critique, parce que je suis pas là pour comparer ou critiquer ou faire ceci, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, il y a des textes qui sont beaucoup plus équilibrés parce qu'on a pris le temps. Je reprendrai une phrase de quelqu'un de célèbre, pourtant que je n'ai jamais soutenu politiquement. Il s'appelait François Mitterrand, mais François Mitterrand, il faut donner du temps au temps. Mais je pense que de temps en temps, sur les textes, il faut donner un peu de temps au temps. Justement, le temps. Donc on comprend que c'est aussi quelque chose d'important au Palais du Luxembourg côté Sénat. Deux questions pour terminer là-dessus. D'ailleurs, j'ai une petite info que je pense à ça comme ça, mais je pense que peu de gens le savent. En cas de décès du président de la République ou de démission, on l'a vu par le passé, ça a déjà eu lieu, c'est aussi le président du Sénat d'ailleurs qui prend l'intérim et qui donc assure le pouvoir. Donc ça montre aussi que c'est une chambre particulière parce que c'est la chambre haute et donc elle est indépendante, si on veut, du pouvoir en place. C'est ce qui permet donc d'avoir ce changement en cas de démission, de décès, etc. Complètement, vous avez raison, parce que on l'a vu deux fois, hein. Et deux fois, ça a été même le même président de la République par intérim, M. Poher, qui a assuré l'intérim quand le général de Gaulle a démissionné et qui a assuré l'intérim quand le président Pompidou est décédé. Et c'est vrai que s'il arrive quelque chose au président de la République, un décès, ce que je ne souhaite pas au président de la République actuel parce qu'il est très très jeune, mais s'il lui arrivait quelque chose, eh ben, c'est effectivement aujourd'hui Gérard Larcher qui serait président de la République par intérim en attendant la nouvelle élection. C'est intéressant aussi. Donc les deux questions que je vous évoquais, c'est tout simplement pour commencer les inconvénients lorsqu'on est sénateur, puis après on parlera évidemment des avantages. Si vous avez quelques inconvénients comme ça, comme dans tout métier, toute fonction, il y a forcément quelques inconvénients. Est-ce que vous en voyez ou au contraire peut-être pas d'ailleurs ? Difficile. Alors je ne sais pas si c'est un inconvénient. J'aurais du mal à vous répondre de l'inconvénient. Par contre, pour moi, il y a une frustration. Ah, on peut partir sur frustration. Importante pour moi. C'est que je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale de fait, mais fondamentale. C'est celle d'avoir voté sous le gouvernement Valls le fait d'interdire le cumul des mandats. Ce qui d'ailleurs est faux. Ce n'est pas interdire le cumul des mandats. C'est une vaste fumisterie que de dire ça, parce que en fait vous pouvez être sénateur et conseiller régional d'Île-de-France. Par contre, vous ne pouvez plus être sénateur et maire d'une commune de 32 habitants. Et ça, pour moi, c'est très frustrant. Parce que quand on est sénateur, on est représentant des territoires, on est représentant des élus. Ouais. Et moi, quand je vais voir les élus de ce département, je vais les voir souvent. Je comprends ce qu'ils me disent, je partage ce qu'ils me disent, mais il y a une chose que je ne fais pas, c'est que je ne vis pas ce qu'ils me disent. Et moi, pour moi, c'est une vraie frustration que de ne plus avoir ce mandat local qui vous permet de toucher à la problématique, qui vous permet de toucher à la réalité. Parce que qui mieux qu'un maire connaît son territoire ? Personne ne connaît mieux son territoire qu'un maire. Et pour moi, c'est une vraie frustration. Parce que le mandat de sénateur vous permet de côtoyer beaucoup de monde. Vous voyez les ministres régulièrement, vous voyez d'autres parlementaires, vous voyez tout un tas de dirigeants d'institutions, vous voyez tout un tas de choses. Mais si vous n'êtes pas proche du terrain, et si vous n'êtes plus élu local, vous ne voyez pas la base. Et je pense que pour moi, l'essentiel de mon ADN, et je le dis souvent, on pourra me reprocher tout ce qu'on veut à la fin de ma carrière politique, sauf de ne pas aimer les gens et de ne pas les écouter. Et de ne pas être un rural non plus. et donc c'est vraiment, c'est un peu ce qui, non pas qui me déçoit, mais qui pour moi une petite frustration de ne plus pouvoir avoir ce double mandat d'élu local. Alors je dis pas qu'il fallait, parce qu'on a le système français qui vous explique que le cumul des mandats, il ne faut plus le faire. Oui, il ne faut plus cumuler sénateur, maire de Paris, président de la région Île-de-France et puis président de 3-4 syndicats intercommunaux. Mais entre ne pas avoir tout ça et de ne plus avoir une mairie de 1000 habitants, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Vous êtes un petit peu frustré sur ce sujet-là, mais en même temps, si vous avez brigué un second mandat, c'est qu'il doit y avoir des avantages ou du moins des choses qui vous plaisent dans la fonction de sénateur. Oui, alors la satisfaction. La grande satisfaction, c'est celle, effectivement, à un moment donné, de représenter son territoire. Vous sentir utile, j'imagine, oui, aussi. Moi, je représente pleinement le département du Doubs. Je ne suis pas le seul, hein, mes autres collègues aussi, mais je tiens à représenter mon département.
je tiens à représenter la richesse. J'étais la semaine dernière à Rungis. Mardi dernier, j'étais à 3h30 du matin à Rungis. Quelle fierté pour moi de me promener dans Rungis et de découvrir notre filière comté, par exemple, qui était au premier plan des raisons fromage. Alors que Rungis, c'est sur 234 hectares. Et vous voyez, du comté. On est très fiers et c'est de représenter nos territoires. Et je pense que c'est cela qu'il faut qu'on fasse. Non pas s'opposer aux territoires voisins, mais c'est de montrer les richesses de nos territoires. Et quand j'ai voulu faire venir le président du Sénat il y a 2 ans ici dans le Haut-Doubs, c'était pour lui faire découvrir ce qui se faisait dans notre département. Quand Christophe Béchu, le ministre de l'Environnement, est venu, c'était aussi pour lui faire découvrir ce qu'est notre département. Je crois que la richesse d'être élu national, c'est de pouvoir parler de notre territoire, c'est de pouvoir parler de ses richesses, c'est de pouvoir parler de ses atouts, et c'est aussi de pouvoir parler de ses carences pour dire, mais attendez, il faut nous aider sur ce sujet parce qu'on a plein de bonnes idées, on a plein d'envies, mais on n'y arrive pas parce qu'il nous manque des moyens de communication, des moyens de transport, des moyens de contact, et voilà. Mais c'est la richesse du territoire et défendre son territoire. Monsieur Longeot, je pense qu'on arrive à la fin de cet échange. On aura compris avec ce que vous nous avez dit que le mot territoire est très important quand on est sénateur, et je pense que c'est parfait. On a justement fait le tour de la question. Merci encore 1000 fois d'être venu ici, carrément à notre domicile, pour pouvoir faire cette interview, et puis bonne continuation au Sénat. Merci de m'accueillir. Merci. À bientôt, au plaisir. Au revoir.